Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de toute l'évolution en fait des langages, donc du développement mobile, donc de Android, de iOS, de toutes les expériences aussi qu'il y a pu avoir avec l'expérience par exemple de Windows Phone, des langages en fait qui sont plus récents, on va parler du Kotlin, du Swift et de tous les environnements multiplateformes, no code et avec aussi de l'intelligence artificielle pour voir un petit peu comment on est passé de la sortie de l'iPhone en 2007, de l'arrivée d'Android ensuite, à tous ces outils aujourd'hui que l'on connaît. On va commencer du coup avec l'environnement, l'arrivée en tout cas de l'iPhone et d'Android, puisque c'est quand même le point de départ de toute cette histoire, avec notamment la sortie, avec Steve Jobs aussi à l'époque, quand même c'était son dernier très grand coup, avec la sortie de l'iPhone. Donc l'iPhone, il est sorti en 2007, d'accord? Donc on peut dire que c'est la première pierre, la première date importante à connaître pour nous, c'est vraiment la sortie de l'iPhone, puisque c'est elle qui a permis, qui a bouleversé en fait cet écosystème-là du mobile, parce que avant en fait on n'avait pas l'équivalent, en fait ce qui nous intéresse nous, c'est de magasins d'applications. On n'avait pas ce fameux App Store qu'on connaît aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'il n'était pas fourni, qu'il n'existait pas en fait à la sortie de l'iPhone, c'est une anecdote intéressante. Mais par contre, on était quand même dans l'idée qu'il fallait ouvrir, que l'iPhone d'Apple allait ouvrir en fait l'écosystème et l'environnement qui s'appelle du coup toujours aujourd'hui iOS à des développeurs. Et c'est ça vraiment, c'est cette thématique-là qui nous intéresse. Et en fait, le Play Store de Google est arrivé lui aussi avec tout simplement la sortie d'Android qui a en fait suivi, qui s'est faite vraiment dans la continuité de la sortie de l'iPhone. Alors évidemment, on va dire que c'est lié, mais ils ont toujours une approche qui a été différente. Donc ça, c'est intéressant pour nous d'essayer de comprendre en fait quelle est la différence entre tout ça. Et puis tout simplement aussi comprendre pourquoi c'est Google qui a pris aussi un leadership énorme en rachetant Android et en devenant aujourd'hui le leader en fait de l'écosystème mobile dans le monde, en tout cas en termes de nombre d'utilisateurs et d'utilisation. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que au départ, ce qu'il faut voir en fait, c'est que iOS, c'est une extension de l'écosystème d'Apple. Donc on est sur des langages, je vous ai mis ici toutes les fiches un peu techniques, alors toutes les données sont vraiment issues de Wikipédia parce que il n'y a pas beaucoup d'informations en fait qui sont essentielles, il y a les dates, etc. Et notamment ici par exemple on voit que pour le langage Objective-C, on est sur le système d'exploitation donc le plus ancien, c'est-à-dire Unix et donc macOS. Et en fait iOS c'est vraiment la version mobile à la base de macOS. Donc on est sur des langages assez anciens on va dire, Vous voyez qu'ici on a les dates d'existence de création de ces langages, vous allez le voir on en a des beaucoup plus récents aujourd'hui, donc en 1983 ça commence à dater, et du coup les premières versions d'iOS, et en tout cas les premières versions pour le développeur étaient utilisables du coup avec en Objective-C. On est resté sur ce type de langage là de toute façon chez Apple, puisque vous allez voir plus récemment on est passé au Swift pour les applications iOS, mais à l'époque c'était l'Objective-C, et on a quand même eu, alors au départ encore une fois il n'y avait pas l'App Store, et vous le voyez ici on comprend quand même que le logiciel en fait de développement d'Apple, Xcode, c'est quand même un logiciel qui est fait pour les développeurs, pour les publier, pour publier des applications, pour que les développeurs en fait puissent publier des applications sur l'App Store. Donc en fait on a un petit marteau avec ici en fond le logo de l'App Store. Donc tout ça s'est fait progressivement et on est resté en tout cas sur des langages assez anciens au départ, et c'est à peu près la même histoire en fait pour Android. Android, ils se sont appuyés sur un autre langage qui était très utilisé, qui l'est encore aujourd'hui, c'était plus pour le développement de logiciels, donc c'est le développement avec Java. Donc encore une fois, Java c'est du développement plus, on parle de logiciel, tout simplement le logiciel de bureau, d'ordinateur, et donc en fait ils se sont appuyés sur ce langage-là pour dire bien non, on va créer cet écosystème Android avec ce langage-là, à partir de cette base-là. Et donc, les développeurs Android, depuis quand même des années, utilisent le langage Java pour développer des applications. Et vous allez voir qu'en fait, on a à peu près le même cheminement en fait, que pour iOS, avec un changement de langage. Aujourd'hui, on utilise plus le Kotlin pour développer des applications sur Android. Donc, on a deux écosystèmes. Donc, on va avoir iOS et Android qui ont à peu près les mêmes dates de création, donc 2007 pour iOS, 2008 pour Android, et qui ont connu du coup vraiment une montée en puissance progressive, mais du coup extrêmement rapide, à tel point qu'ils sont devenus les deux écosystèmes les plus utilisés dans le monde.
et ils sont quasiment aujourd'hui irremplaçables. Je fais une petite pause du coup avec l'expérience du coup quand même du Windows Phone de Microsoft. Donc ça c'est la deuxième partie. Pourquoi c'est intéressant? Déjà parce qu'on est quand même face à une des sociétés quand même, qui est quand même les plus puissantes du monde, hein, dans le monde informatique. Microsoft c'est vraiment un mastodonte, c'est vraiment aujourd'hui encore, on le voit, une des sociétés les plus importantes, les plus influentes. On le voit, là ils ont vraiment pris le pas avec l'intelligence artificielle, en investissant ici avec les outils, on va en reparler, de Copilot. On pourrait parler effectivement, là je vois la partie sur la Xbox, etc. Donc ils ont quand même cette expérience on crée en fait des plateformes. Windows c'est une plateforme, et ils ont d'ailleurs à peu près le même ratio entre, on voit iOS et Android, on le voit aussi avec l'expérience ordinateur entre macOS, donc Mac, et PC Windows. C'est à peu près pareil en termes de répartition de parts de marché, donc Windows depuis vraiment un certain temps maintenant a réussi à devenir incontournable et je veux dire utilisé par plus de 90% des ordinateurs dans le monde. Alors j'ai pas les statistiques exactes, mais en ordre de grandeur, on voit qu'ils ont une vraie force de frappe qui est colossale. Et donc on le voit quand même, c'est qu'avec le lancement de Windows Phone, on aurait pu se retrouver avec en fait 3 acteurs sur le marché. Il faut se dire aussi que sur Android étant une plateforme extrêmement ouverte, ils ont permis aussi l'apparition d'App Store parallèles. Je pense à l'App Store d'Amazon, je pense à l'App Store aussi de tout l'environnement Xiaomi. Donc on a quand même des App Store version Android avec la base d'Android qui existe, mais on aurait pu avoir une troisième entité avec tout l'environnement Microsoft, l'environnement du coup du Windows Phone. Il faut savoir aussi qu'ils ont fait des achats, des investissements qui sont colossaux, puisqu'ils ont racheté des marques, ils ont racheté, je crois, Nokia. Mais tout ça a fermé en 2017-2018. Ils ont complètement arrêté le développement de leur plateforme pour se concentrer finalement sur des choses qu'ils maîtrisaient. Et récemment, ils ont quand même fait des belles démarches, même si tout ça reste évidemment discutable. Je pense par exemple à leurs investissements dans le jeu vidéo. Ils font de très très gros achats, de très très gros investissements. Bon, à voir si c'est toujours utile ce qu'ils arrivent à faire, mais en tout cas, c'est une marque qui a échoué en essayant de se lancer dans le mobile, en tout cas, qui a échoué en essayant de contrebalancer en fait vraiment l'omniprésence de ces deux outils-là, donc de l'App Store et du Play Store de Google. Donc on le voit quand même, c'est assez dur de contrer ces deux entreprises-là, donc Apple et Google aujourd'hui. Et ça aurait pu être aussi, ça a été un peu l'expérience à un moment donné avec tout l'environnement de développement de Microsoft. On connaît le framework .NET, on a plein d'autres outils, ils utilisent beaucoup le C#, le C++ pour le développement de logiciels Windows. Bon, tout ça a fait qu'on aurait pu avoir une troisième expérience, une troisième façon de développer des applications. Résultat, aujourd'hui, ils l'ont montré, c'est extrêmement compliqué de prendre des parts de marché pour un éditeur de logiciels pour se faire une place aujourd'hui dans le marché du mobile. Donc on est quand même quasiment aujourd'hui 15 ans, 20 ans plus tard, avec deux grands acteurs donc, que sont iOS et Android qui sont encore aujourd'hui les plus utilisés. La troisième partie dont je voulais vous parler, c'est finalement l'adoption des deux nouveaux langages pour ces deux écosystèmes-là. Donc vous l'avez compris, on va rester concentré sur iOS et Android. Et donc pour iOS, on a eu la création d'un nouveau langage qui s'appelle le Swift et d'un autre framework qui s'appelle le Swift UI. Et pour Android, on a eu l'adoption d'un nouveau langage. Alors, c'est pas développé par contre par Google, je me suis renseigné, Kotlin c'est développé par une autre société, voilà, c'est JetBrains. Donc c'est une société qui est, je crois, américaine, russe, qui a des bureaux un petit peu partout et donc qui a créé ce langage-là, le Kotlin, qui a donc été adopté aujourd'hui comme étant, c'est le deuxième langage adopté par Android pour développer des applications sur tout leur écosystème Android. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment le langage du coup principal, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Java, ça appartient à la société Oracle, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Oracle ici. Oracle, c'est quoi? C'est une société aussi de la Silicon Valley, mais qui est vraiment spécialisée plutôt dans les grosses bases de données, de banques, etc. C'est très ancien. Et donc voilà, je pense que aussi pour Google, c'est l'opportunité de s'émanciper d'une dépendance en fait envers une autre grosse société de la Silicon Valley. Et c'est pour ça aussi que je pense, au-delà des choix techniques, qu'ils ont fait le choix du Kotlin. Après, j'imagine qu'il y a d'autres choix vraiment purement au niveau du développement, mais bon, voilà, on peut imaginer que ça fasse partie de ces choses-là. Et du coup, pour le Swift ici, l'idée c'est que Apple a créé un nouveau langage vraiment dédié à son écosystème. Donc on peut développer du coup vraiment pour iOS avec, mais également pour les applications Mac, etc. Et donc ils ont conçu un langage qui était plus moderne, plus rapide, etc. Et on voit quand même, il y a ce qu'ils disent ici,
une interopérabilité entre l'ancien langage, l'Objective-C et même le C++ pour continuer à faire fonctionner les deux quand on en a besoin. Il faut savoir que à chaque fois qu'on a ici des langages, on a aussi des gestionnaires de paquets, donc tout ça fait qu'au-delà juste du langage, on a tout un environnement qui tourne autour, qui n'est pas forcément facilement remplaçable, hein, et c'est toujours même compliqué de faire des transitions. Donc là, la troisième partie, c'est vraiment dédié à ces deux nouveaux langages qui sont aujourd'hui ceux qui sont utilisés pour le développement qui est dit natif. C'est-à-dire que quand vous voulez développer une application native sur iOS, vous faites du Swift, le langage c'est le Swift. Encore une fois, il y a aussi ce qui s'appelle le Swift UI, là je ne l'ai pas ouvert, mais c'est le framework visuel d'interface utilisateur de l'environnement Xcode, Apple et Swift. Et donc aujourd'hui, c'est le Kotlin qu'on va utiliser vraiment majoritairement pour développer les applications modernes de l'environnement Android. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus utiliser le Java, mais ça veut dire que voilà, de ce que j'en sais, c'est vraiment le langage qui est vraiment utilisé aujourd'hui pour vraiment les applications les plus modernes. Et on voit ici le framework, tout l'environnement Gradle, qui est donc utilisé, que peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé, même quand on fait du Flutter, du Flutterflow. Okay. La quatrième partie, ça va être dédié à tous les environnements, en fait, l'arrivée des environnements multiplateformes. Donc on va parler de Flutter, de React notamment, et j'ai aussi commencé avec Angular, parce que Angular, je pense que c'est un des plus anciens entre guillemets multiplateforme, même si Angular, là, c'est un outil de développement web, mais qui est fait pour des applications web, justement, des web apps. Donc c'est, je pense, un des plus anciens. Il y en a peut-être d'autres, je ne pourrais pas parler de tous les outils non plus. Je vais parler des plus connus, parce que moi, les outils que j'utilisais avant, c'était basé sur Angular. Moi, j'utilisais Ionic, qui utilisait en fait un framework JavaScript qui s'appelait Cordova. Et donc Cordova, c'était une surcouche, pareil, pour Angular, en fait, qui permettait de faire fonctionner ces web apps-là sur des environnements vraiment mobiles natifs. En fait, Angular, ça a été développé, je crois que là, c'est vraiment 100% licence Google, voilà. En tout cas, oui, donc voilà, c'est vraiment Google, les développeurs de chez Google qui l'ont créé. C'était pour créer des web apps. Ce qu'on voit souvent d'ailleurs dans toute la suite des outils de Google, vous allez sur YouTube, que vous soyez sur l'application YouTube ou c'est la version web, mais mobile de YouTube, en fait, on a quasiment tout le temps la même apparence. Pourquoi? Parce qu'eux, ils utilisent depuis longtemps ces systèmes de web apps, ce qui fait que même quand vous êtes sur un site de Google, ici vous le voyez, d'ailleurs, je peux installer cette application parce qu'en fait, leur site, c'est une application web. D'accord? Donc, Google a vraiment soutenu tout l'environnement Chromium avec les applications web, tout ça. Donc, ils sont des gros supporters de cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire des applications, des logiciels web qui sont exportables sous forme de web app. Ça s'appelle aussi des PWA pour certaines, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il faut savoir que Angular, du coup, c'est un des plus anciens outils qui permet notamment de faire des applications mobiles avec d'autres surcouches, comme je le disais, Cordova et Ionic, ça en fait partie. On a aussi du coup l'alternative avec React Native qui a été extrêmement populaire pendant des années, qui l'est encore aujourd'hui et qui est encore très utilisé. Donc ça, c'est un framework, encore une fois ici JavaScript de Facebook, qui a été développé par Facebook et qui fait encore tourner, on va dire, de grosses applications. Donc évidemment toutes les applications du groupe aujourd'hui Meta, c'est-à-dire Facebook, Messenger. Alors il n'y a pas Instagram étonnamment, mais on peut voir qu'il y a quand même Tesla, Skype, Game Pass. Il y a quand même des applications qui sont extrêmement connues. Et on peut aussi, les derniers pour moi qui sont vraiment comparables, c'est React Native du coup de Facebook et la version un peu plus, encore une fois, de Google, c'est-à-dire Flutter. On est vraiment sur deux écosystèmes qui sont faits en fait pour être multiplateformes et qui sont faits, on le voit, c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant à chaque fois, c'est Android et iOS, d'accord? La grosse différence, c'est qu'en fait, React, on est sur un environnement quand même de JavaScript, d'accord? Donc là, vous le voyez, donc on est sur du web, donc là, on reconnaît un peu les balises HTML. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même, quand on est sur du React, on est sur un environnement JavaScript, ok? Sur Flutter, en fait, Flutter est basé sur l'environnement et sur le langage Dart. Donc on est quand même sur une logique qui est quand même assez différente. L'idée, c'est que c'est pareil, c'est deux mastodontes de la Silicon Valley, donc Facebook et aujourd'hui Meta, et d'un autre côté Google, qui ont chacun leur framework de développement multiplateforme. La grosse différence aussi pour moi, c'est que Flutter est arrivé après et a un moteur de compilation qui est pour moi plus performant et plus efficace. C'est-à-dire que grâce à Flutter, on peut vraiment on fait plus du développement web. Le problème en fait pour moi des frameworks comme Angular, comme React notamment, c'est qu'on est quand même sur du développement qui est focus à la base sur des versions web qui vont être
transférable en fait à des versions mobiles. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais c'est qu'en fait on va compiler, créer des versions qui vont être encapsulées dans des applications qui ont l'air d'être natives. Avec Flutter, on a un moteur qui va compiler notre code pour qu'il soit en fait, qu'il devienne à terme du code native, et on va le faire directement avec le fameux auto reload. À chaque fois qu'on modifie notre code, on va faire en sorte que les résultats puissent être compilés extrêmement rapidement. Et c'est le fait d'ailleurs en fait que Flutter soit, parce que l'outil est plus récent aussi, hein, c'est pas si compliqué que ça. C'est parce que Flutter en fait a mis plus de temps à sortir et plus récent que leur moteur de compilation est plus performant. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu voir d'autres outils apparaître comme Flutterflow, hein, qui est du coup 100% basé sur Flutter des années plus tard. Donc on a parmi trois, hein, il y en a d'autres, outils multiplateformes. Ce qui change quand même énormément, c'est que même si les langages comme Swift, Kotlin sont performants, en fait on n'a pas de problème de performance sur ces outils-là, il reste quand même qu'on a toujours cette problématique dans le monde du développement, à savoir est-ce que je fais du iOS, est-ce que je fais du Android, et donc on va dire que les plus anciens à avoir pris en compte ce problème-là, c'était Facebook avec React Native, et ils se sont dit, bah non, on va faire un code pour les deux plateformes. Et sachant aussi que Facebook, à la base, c'est des sites web, ils sont quand même spécialisés dans la gestion des sites web, et donc ils se sont dit qu'il fallait rester dans cette technologie-là web pour pouvoir coder leurs propres applications mobiles. C'est pour ça qu'eux, ils sont encore basés sur notamment du JavaScript. Et donc Flutter est arrivé après avec cette approche de dire non, on va repartir de zéro avec un nouveau langage qui va permettre lui d'être compilé avec Flutter pour tout l'écosystème visuel, l'interface utilisateur. Et donc c'est ça qui leur a permis de créer ce framework-là qui pour moi est qui a été à l'époque déjà une vraie révolution, qui l'est toujours aujourd'hui. Et on va le voir avec la dernière partie, la 5e partie qui est dédiée du coup, vous l'avez vu venir, hein, au no-code, avec l'arrivée notamment d'acteurs comme Flutterflow. Il existe d'autres outils, hein. Il y a Bubble, il y a Adalo, il y en a plein d'autres qui permettent de faire des applications mobiles. Bon, moi vous l'avez compris, mon outil évidemment favori c'est Flutterflow aujourd'hui, et c'est le fait que notamment Flutterflow, comme son nom l'indique, est vraiment basé sur Flutter, et c'est ça qui pour moi lui donne toute sa force. Une des forces qui est en fait incroyable, c'est que Flutter, dans toutes les plateformes qui vont pouvoir compiler, il va notamment faire du web. C'est-à-dire que quand on va travailler au quotidien sur un projet Flutterflow, en fait, on va le faire depuis une version web. Ce qui est très important parce qu'en fait, on va aller extrêmement vite. Mais avec Flutter, on peut aussi compiler donc pour iOS, pour Android, enfin pour le mobile hein, en général, pour les versions de bureau et pour les versions ce qui s'appelle embarquées. Ça peut être un CarPlay, ça peut être Android Auto, ça peut être une montre connectée, peu importe, il y a plein de versions embarquées des applications. Mais du coup, le fait qu'on développe en version web, ça reste qu'on gagne, enfin je veux dire, le fait de pouvoir travailler depuis un navigateur, ça rend déjà l'application, le logiciel, on va dire Flutterflow, extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc à télécharger, il n'y a rien à faire en fait. Au départ, vous pouvez vraiment commencer, Mac ou PC, juste depuis le site de Flutterflow, vous commencez à créer votre application. Et en plus de ça, en plus de ces outils multiplateformes, donc comme je commence à vous parler depuis maintenant quelques mois, on a aussi tous les outils en fait d'intelligence artificielle. Alors, il y a toutes les suites, en fait, ils ont repris le terme, Microsoft a repris le terme Copilot pour toute la suite en fait d'intelligence artificielle qu'ils proposent maintenant un peu partout, dans Windows, dans toute la suite Office. Mais à la base, quand on parlait de Copilot, on parlait de GitHub Copilot, mais c'est pareil, Microsoft a racheté GitHub, ils ont investi massivement dans OpenAI, donc en fait, ils sont en train de faire un espèce de micmac entre cette idée de Copilot. Bref, le Copilot, vous l'avez compris, c'est votre assistant notamment de code, ça peut être d'autres choses dans l'environnement PC Windows, mais c'est le fait de pouvoir coder, de pouvoir avoir une assistante en fait au développement, grâce du coup à cette intelligence artificielle hein, qui est basée du coup sur l'API de OpenAI. Donc on a Microsoft, GitHub et OpenAI. Donc c'est quand même des outils qui sont extrêmement puissants. Je pense qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs du marché. En tout cas, le fait qu'ils aient racheté en fait GitHub, c'est le plus gros hébergeur de code de la planète. Ils ont quand même accès à des données que personne d'autre n'a, donc je pense que derrière, ils ont peut-être la meilleure lecture du code, la meilleure intelligence informatique qu'on puisse avoir. Il en existe d'autres, hein, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois sur ça. Mais du coup, avec ces deux outils, le no-code, d'accord, qui permet de faire du multiplateforme en no-code et l'intelligence artificielle derrière, on voit vraiment toute la courbe en fait du développement mobile depuis la création, la sortie des écosystèmes iOS, avec à l'époque les premiers langages, avec le premier environnement de développement, ce qui n'était pas évident. Moi je me souviens, j'en avais fait au tout début. J'avais essayé de me former au langage Objective-C, c'était pas évident. C'était pas évident parce que c'était entre guillemets de la vieille programmation logicielle, etc.
Pareil, j'ai jamais fait de, enfin j'en ai fait un tout petit peu pendant mes études du développement sur Android, mais c'est pas que c'est pas facile, mais ce que je trouve intéressant avec déjà des outils multiplateformes ici comme Flutter, comme à l'époque j'utilisais Ionic qui était basé sur Angular, c'est que ce que vous codez, vous pouvez le visualiser. C'était très visuel en fait et c'est plutôt satisfaisant quand on est un développeur de pouvoir créer quelque chose qui va prendre forme assez rapidement. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai tout de suite adoré Flutter. C'est-à-dire qu'on développe pas sur une version web. Là, on était vraiment sur Visual Studio Code, sur votre éditeur de code et vous lanciez votre application sur un véritable émulateur iOS. Et ça, c'était une immense en fait révolution pour moi. Aujourd'hui, c'est clair que les outils no-code viennent encore rajouter une couche de facilité, d'accessibilité, ce qui est pour moi en fait extraordinaire aussi parce que on va permettre cette fois-ci à des non-développeurs et vraiment des non-initiés de pouvoir créer de A à Z un projet. Je dis pas que c'est entre guillemets facile, que tout le monde peut le faire. Il y en a qui vont y arriver beaucoup plus rapidement. Ça veut aussi dire que les compétences de développeur, elles sont toujours utiles. Ça, c'est quelque chose que je continue à répéter, même pour Flutterflow. Même quand on est sur du no-code, il y a toujours besoin de petits custom code pour des fonctionnalités, pour avoir aussi la bonne logique. Il y a quand même une logique de développement derrière pour les actions que vous voyez ici. Il y a tellement de choses à faire dans une application que vous ne manquerez pas de compétences pour les rentabiliser, pour les rendre utiles, donc y compris des compétences de code. Et puis l'arrivée de l'intelligence artificielle que Flutterflow d'ailleurs intègre de plus en plus. Alors ils ont ici le AI Gen, donc pour générer par exemple du design, des bases de données, etc. Mais on a l'arrivée aussi de Google Gemini en tant qu'API en fait directement dans Flutterflow pour utiliser l'intelligence artificielle dans nos applications. On a aussi l'intégration de GitHub Copilot pour rédiger par exemple du custom code, ce dont je me sers à chaque fois quasiment, même si c'est pour avoir un bout de code, une base sur laquelle je vais m'appuyer. Bref, on est quand même sur une période qui est incroyable et ce que vous pouvez retenir en fait de cette vidéo, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile, aussi accessible en fait de créer une application que depuis ces dernières années. Et je pense que Flutter a mis une claque parce que c'était le plus multiplateforme qui existe. Flutterflow a encore mis une autre claque parce que c'était le plus accessible techniquement parlant et il continue encore aujourd'hui à améliorer l'outil. Et puis demain, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va nous permettre à travers ce genre de plateforme comme Flutterflow en fait, c'est pas de plus avoir besoin de compétences de développement, c'est de permettre à des gens qui à la base n'étaient pas développeurs de pouvoir le faire et pour les développeurs de le faire encore plus rapidement. Pour moi, ces outils, l'IA, le no-code, c'est un gain en fait en productivité. Et au-delà par exemple du no-code pour Flutterflow, c'est juste des plateformes en fait, vraiment des frameworks, c'est-à-dire un cadre de développement qui va vous permettre en fait d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes ces fonctionnalités préconçues, vous allez pouvoir aller droit au but. Et pour les 5%, les 10% de votre appli qui sont vraiment en fait uniques, vous pourrez les faire et vous concentrer en fait dessus. C'est ce que je fais pour tous les projets. Je vous en ai parlé, les Uber, les WhatsApp, etc. Donc c'est vraiment être capable ensuite de faire un focus sur ce qui fait vraiment la différence dans votre projet du coup d'application. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à regarder l'article complet que j'ai rédigé en fait pour accompagner cette vidéo. Évidemment, vous le savez, moi je fais des cours et des formations sur Flutter et sur Flutterflow. Vous avez le lien des cours gratuits qui sont dans la description. Je propose aussi des formations complètes. Il y a Flutter Evolution pour l'environnement Flutter et Flutterflow Challenge pour l'environnement no-code. J'ai créé d'autres formations aussi sur Flutterflow. La plus récente, elle s'appelle Flutterflow Excellence et c'est dans cette formation que je recrée les 5 applications les plus connues. Notamment, il y a TikTok, Instagram, WhatsApp, Uber et Amazon. Et on le fait du coup avec cet outil qui est basé sur Flutter, mais cette fois-ci avec du no-code, qui s'appelle du coup Flutterflow. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!